Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui de la situation en Haïti, sur l'enquête par rapport à l'assassinat du président, puisque le New York Times vient de publier un article extrêmement intéressant, extrêmement documenté, qui revient sur les circonstances de l'assassinat du président Jovenel Moïse. L'article s'intitule « Haïti, le président haïtien dressait une liste de narcotrafiquants. Ces tueurs l'ont saisi ». En effet, dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021, on en rappelle, Jovenel Moïse, qui était le président de la République d'Haïti, a été assassiné dans sa résidence. C'est quand même assez rare que le président soit assassiné dans sa résidence. Les commanditaires de cet assassinat ont été officiellement inconnus, mais le New York Times vient de publier une très longue enquête, très documentée, qui revient sur les circonstances de la mort de l'ancien président haïtien. Le journal relate un réseau politico-mafieux dont le président Jovenel Moïse était issu, mais contre lequel il avait finalement décidé de s'élever. Des décisions qui seraient à l'origine de son assassinat, on dirait une série dans Netflix ou un véritable scénario hollywoodien. Jovenel Moïse succède en 2017 à Michel Martelly, qui a été président de 2011 à 2016, après un report des élections présidentielles et un intérim d'un an du fait d'irrégularités dans le scrutin. Jovenel Moïse avait dans un premier temps été le partenaire d'affaires des différents hommes influents dont plusieurs sont par la suite soupçonnés d'être impliqués dans des trafics de drogue. C'est ainsi qu'il va rencontrer Charles Kiko Saint-Rémy, qui n'est autre que le beau-frère de l'ancien président Michel Martelly. Personnage pour le moins sulfureux, M. Saint-Rémy a reconnu avoir été impliqué dans le trafic de drogue avant de se ranger les camions et de se réorienter vers une activité plus légale, l'industrie de l'anguille. C'est dans ce domaine que Jovenel Moïse, travaillant à ses côtés, avant de se lancer dans l'industrie bananière. C'est donc via Saint-Rémy qu'il va rencontrer Michel Martelly. Michel Martelly, ne pouvant, du fait de la Constitution, réaliser 2 mandats consécutifs à la tête de l'État haïtien, il s'agit pour lui de trouver un successeur. L'ancien président trouve dans Jovenel Moïse le parfait candidat, un entrepreneur d'origine modeste, ce qui peut plaire à la population, qui est plus noir de peau que lui, donc qui est plus représentatif. Et il pense qu'il va pouvoir le contrôler et retrouver son poste et surtout ne pas être inquiété pour les différentes affaires de détournement de fonds dans lesquelles il est sévèrement impliqué. Bref, un homme de paille qui va tenir la place. Jovenel Moïse ayant lui-même bénéficié du système de corruption en place sous son prédécesseur, ayant reçu d'importantes sommes d'argent via des subventions, pas toutes justifiées, il pense qu'il va être parfaitement contrôlable. Et à son arrivée, Jovenel Moïse renvoie les dirigeants d'unités de corruption qui enquêtaient sur son propre cas. Sa campagne de Moïse a été en fait menée par les équipes de Martelly, par Martelly lui-même, qui d'ailleurs n'hésitait pas à faire de l'ombre à son protégé, qui n'était considéré que comme un homme de paille. Comme le rappelle le New York Times, la femme de Martelly allait jusqu'à déclarer « Jovenel est une propriété ». Mais, arrivé au pouvoir, c'est toujours Martelly et Saint-Rémy, la famille, les parrains, qui tenaient les rênes et qui choisissaient les collaborateurs et membres du gouvernement de Moïse. Il lui impose ainsi la présence de Dimitri Hérard, membre des équipes de sécurité de Martelly, qui va devenir le chef de la police de protection de Jovenel Moïse. Hérard est lui-même impliqué dans différentes affaires, notamment le trafic de cocaïne et d'armes. Moïse n'entretient pas de bonnes relations avec lui, qui était pourtant en charge de sa propre sécurité. En février 2021, Hérard prétend avoir déjoué une tentative de putsch à l'encontre de M. Moïse. Le président dénonce l'oligarchie et les élites du pays, les désignant comme étant à l'origine de cette tentative de coup d'État. C'est alors qu'il va prendre de façon surprenante un virage anti-corruption et de lutte contre les trafics. Il fait compiler un dossier sur les différents réseaux qui agissent dans le pays, récolte des noms et prend des mesures importantes contre la nébuleuse du commerce d'anguilles, gérée par Saint-Rémy, qui servirait à blanchir l'argent des trafics. Il fait également détruire une piste d'atterrissage clandestine, qui servirait de trafic, notamment de voies de passage entre les producteurs d'Amérique du Sud et les consommateurs d'Amérique du Nord. Il projette également de nationaliser un port sous le contrôle des proches de Martelly, qui sert d'entrée à des cargaisons d'armes dans le pays à différents trafics. Enfin, il tente également de reprendre le contrôle des douanes, les économistes haïtiens estimant que le pays perd environ 500 millions de dollars par an à cause de la corruption au sein des douanes. Bref, il s'attaque au système, il multiplie les mesures qui touchent les intérêts de ceux qui l'ont mis en place. La nuit de son assassinat, aucun coup de feu n'a été échangé entre les assassins du président et les forces de protection de ce dernier, dirigées par Hérard, ce qui laisse supposer quand même une très grande complicité, et que ces derniers ont laissé volontairement rentrer le commando. Lorsque le président a demandé de l'aide, personne n'est venu. Comme en témoigne la femme de Moïse qui a survécu à ses blessures, les assassins ont pris le temps, après avoir tiré, de mettre la main sur les documents qu'ils étaient visiblement venus chercher. Le fameux dossier, la fameuse liste des hommes politiques et entrepreneurs impliqués dans le trafic de drogue en Haïti et que le président Moïse Jovenel comptait remettre aux autorités américaines. Le 20 juillet, Ariel Henry, proche de Martelly, devient Premier ministre. Il avait été en contact avec l'un des hommes en charge du commando, Joseph Félix Badiou.
quelques heures avant et après l'assassinat du président. De nouvelles élections auront lieu l'an prochain en Haïti. Martelly, qui vit à Miami, a déjà annoncé sa candidature et est le favori des sondages. Le système mafieux à la tête de l'État haïtien n'est donc pas prêt de disparaître si rien ne se passe d'ici là. On estime que les 2/3 de la population haïtienne sont touchés par le chômage, que la situation économique est dramatique, particulièrement depuis le tremblement de terre de 2010, qui a ravagé le pays et fait près de 230 000 morts, et détruit la plupart des infrastructures. Alors bien sûr, il y a l'héritage historique de Haïti, mais tout ceci n'explique pas tout. En 60, Haïti est au même niveau économique que la République dominicaine. Aujourd'hui, par habitant, la République dominicaine est 7 fois plus riche qu'Haïti. Haïti se classe au 159e rang sur 189 en termes de PIB par habitant, entre la Birmanie et le Bénin, et 169e également en termes d'indice de développement humain, entre l'Afghanistan et le Soudan. La République dominicaine se place 87e. L'indice de corruption de Transparency International classe Haïti au 170e rang sur 180 pays. Et donc tout ceci explique pourquoi les parrains qui étaient à la tête du pays ont assassiné le président qui s'était révolté contre ceux qui l'avaient mis en place. Donc cette population où il y a d'innombrables talents ne peut pas développer son énergie, ne veut pas développer ses talents, ne peut pas participer au développement du pays du fait de la mise en coupe réglée de gangsters et de mafieux qui sont à la tête de l'État. Tous les faits que je vous ai rapportés sont issus d'une formidable enquête parue dans le New York Times, très documentée, qui raconte comment effectivement Haïti vit sous la coupe réglée de trafiquants et que évidemment c'est bien sûr la population qui en est la principale victime.